apparaît là, on va le savoir. Alors, ce qui se passe là, c'est que vous avez une réunion de 4 personnes, par exemple. Les 4 rectangles, c'est des individus. Et ça, c'est un cercle qui mesure le degré d'interactivité. Plus c'est foncé, mieux c'est. Quand c'est au centre, ça veut dire que les 4 personnes ont exactement la même importance au niveau du débat. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont en train de s'accaparer la parole. Et on le juge par la densité des lignes que vous voyez là. Donc plus la personne parle, plus le téléphone portable va en fait reprojeter cette image-là, et chacune des 4 personnes ont cette information-là devant elle dans le portable. Voici le cas où cette personne-là, ici, est en train de s'accaparer la parole puisqu'il en faut. Évidemment, l'interactivité va en souffrir. Cette personne va parler et va le savoir. Quand elle le saura, elle fera attention la prochaine fois. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Une personne qui avait monopolisé la parole le premier jour est devenue totalement silencieuse le prochain jour. C'est un peu l'effet de Olivier. Se rendre compte qu'elle accaparera à Hans Kettin. À la fin de l'expérience, les interventions des participants sont devenues plus homogènes. C'est-à-dire qu'on a équilibré les réunions, elles sont devenues un peu plus polies. Et les recoupements et les rechevauchements aussi ont diminué, comme on peut le voir ici, de 50 à 31%. C'est les graphes que vous voyez là. Ça, c'est les chevauchements, les interruptions, les gens qui parlent en même temps, finalement, on ne parle plus. Ici, la longueur des interventions a été réduite de 10 secondes. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui peuvent parler 10 secondes à la suite, jusqu'à 7 secondes. Ici, dans une autre recherche très intéressante, quand on utilisait les sociomètres, on s'est rendu compte de à combien de personnes on parle. On sait que dans les réseaux sociaux, 80% du temps, on parle à 4 ou 5 personnes. Ce sont pratiquement les mêmes à laquelle on parle tout le temps. Puis les 20% restants, bon. C'est vous qui touchez? Alors, ici, on s'est rendu compte que quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir, dont on ne se serait pas douté auparavant, c'est que le nombre de communications, le nombre de personnes auxquelles on parle dépend de l'étage dans lequel on se situe. Si on est au rez-de-chaussée, il y a moins d'interactions. Si on est au premier, il y en a un peu plus. Si on est au deuxième, il y en a beaucoup plus. Et maintenant, on se rend compte, on dit, ça c'est intéressant, flûte alors. Évidemment, ceux qui sont au rez-de-chaussée sont tout le temps dehors. Alors, ici, nombre de gens qui sont en proximité, et ça, c'est l'utilisation du courrier électronique. C'est-à-dire qu'on a utilisé les deux, voir combien de messages électroniques, combien d'interactions face à face. Évidemment, les meilleures communications sont celles qui sont face à face. Alors, plus on est en haut, et moins on utilise le courrier électronique, parce qu'on a les gens qui sont disponibles. Ils ont la flemme de tomber, de monter ou descendre. Ici, c'est les interactions par email, et ça a des implications directes sur le genre de recherche que nous faisions jusqu'à date. On croyait, en étudiant les courriers électroniques, que nous allions avoir un semblant approximatif d'un réseau social. En fait, ce n'est qu'une partie. En fait, ils utilisent le courrier électronique quand ils ne peuvent pas se parler face à face. Mais le réseau face à face existe, lui. Il est là. Et en fait, vous allez voir qu'ils sont complètement complémentaires. Il y a des gens qui ne communiquent que par courrier électronique. Il y a des gens qui communiquent que face à face. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la technologie, c'est parce qu'ils sont au rez-de-chaussée. Voici les deux réseaux. Ce ne sont pas les personnes, ce sont les relations. On va passer, ce n'est pas le pourquoi, mais le comment. Alors, on parle de beaucoup de big data, big ceci, big cela. Ça a été en fait mis dans le monde diplomatique en 2013, mise en données du monde, le déluge numérique. C'est un très bon article que je vous recommande de lire, parce qu'il y a des choses assez étonnantes qui se disent là, et quand c'est dit par le monde ou par l'économiste. Alors, ce qu'ils disent ici, dans quelles circonstances la machine risque de tomber en panne, ils peuvent trouver la réponse au comment, mais non au pourquoi. Et ça, c'est la nouvelle époque. Nous allons, en fait, nous décloisonner des temps antiques. Nous n'allons plus chercher les causes et les effets. Il suffit de savoir que quelque chose se passe pour réagir. Vous connaissez peut-être tous l'histoire de la corrélation dans Walmart entre les ventes de couches de bébé et les couches de bière, ou la vente de bière. Je sais que c'est un exemple qui est connu parce qu'il est un peu bizarre. Alors, la plupart des étudiants que j'ai, tout de suite, veulent savoir pourquoi. Walmart ne sait toujours pas pourquoi, et en fait, ils s'en tapent. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Information for action. On va mettre les deux produits l'un à côté de l'autre et on passe. Ils ne savent toujours pas pourquoi. Il y a des gens qui ont fait des thèses là-dessus. Mais après, quand nous avons vu des corrélations entre les pyjamas et les bijoux, jusqu'à maintenant, on ne sait pas pourquoi, mais on a agi. Il faut savoir le quoi et non pas le pourquoi. Et d'ailleurs, si on cherche le pourquoi, on risque de passer à côté de la galaxie. Data analysis, big data, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça la nouveauté. C'est quand on parle de ça, on parle people analytics, on ne parle plus de data analytics, on parle de people analytics maintenant. Nous sommes devenus des points sur des écrans. Et quand une revue aussi sérieuse que The Economist parle de data déluge, en fait c'était en 2010, et il a fallu 3 ans pour que le monde diplomatique le rattrape. On voit qu'en fait nous allons avoir des appareils de ce genre-là qui vont vous dire exactement
à l'heure du jour, le jour de la semaine où vous êtes. Work si vous êtes en noir, home si vous êtes en blanc, no signal si vous avez coupé pour une raison ou une autre, else off, c'est-à-dire à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle journée de la semaine, quelqu'un sait ce que vous êtes en train de faire. Et en fait, c'est en train de répertorier, imaginez des données de dizaines d'années de ce genre-là. Et vous allez avoir des points de savoir que maintenant vous êtes à l'Hôtel Africa, endroit où vous allez qu'une fois par an. Pas très intéressant. Ce qu'ils veulent savoir, c'est l'endroit où vous allez tous les jours, le parking, le magasin, le marché, pourquoi vous allez au Monoprix après le Hatta, peut-être que le Monoprix va être intéressé, savoir ce que le Hatta a qui ne peut pas vendre, etc., etc. Il s'agit en fait de l'Internet of Things. What things? Avant, c'était les ordinateurs, c'est comme ça la définition que nous donnons en classe. L'Internet, c'est l'interconnexion des ordinateurs. C'est plus aussi vrai. C'est aussi l'interconnexion des imprimantes, c'est aussi l'interconnexion des machines à café, c'est aussi les interconnexions des ascenseurs, c'est aussi l'interconnexion de vous et moi. Avec les machines. Et en fait, c'est elles qui parlent de nous et pas nous d'elles. En 2020, 24 milliards d'objets seront connectés. La révolution est en marche. La révolution passe à qu'on connaît. 24 milliards d'objets, nous serons aussi des objets. En fait, vous allez avoir un appareil comme ça. Vous êtes en train d'envoyer des SMS, non pas à votre conjoint, vous êtes ici en train de parler à votre machine à laver. Elle est en train de vous répondre. Vous êtes en train de parler à votre cafetière. Vous êtes en train de parler à votre salle de bain. On va rejouer pour voir ce qui est en train de se passer ici. Là, il parle à un conjoint et là, il va parler à LG. What can I do for you? Any beer in the fridge? Il parle au frigidaire là. Le frigidaire lui dit qu'il n'y a plus de bière. 3 bottles available. Washer. I'll hold off your washing schedule at 8:30. C'est la machine à laver qui dit bon, on va reculer parce qu'il est en retard, donc on va reculer le cycle à 8h30. En fait, toute la conversation a été prise sur l'initiative de la machine à laver et pas le contraire. Voilà. Bon, Mohamed Louedi, je suis enseignant à l'IHG, je vous remercie. Merci Mohamed de ce séduisant état des lieux de ces réseaux sociaux, mais autant ça peut être séduisant, autant ça peut être effrayant et angoissant de savoir qu'aujourd'hui on a 24 points à identifier dès qu'on communique avec une personne. J'ai essayé de trouver tes 24 points, je ne suis pas arrivé. Je n'étais pas en face à face avec toi, je t'écoutais. Mais en fait, les badges sociométriques, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui sonnait ici, c'était peut-être ton appareil là qui était en train de mesurer l'interactivité. Effectivement, je ben Chab et ça va faire peut-être un nouvel outil pour essayer d'arrêter les terroristes. Ça serait une excellente chose pour notre pays, je ne sais pas. Mais de l'autre côté, si on est suivi comme cela... Donc là où on va, avec même nos appareils et tout ça, hein, c'est peut-être inquiétant. Merci beaucoup, je laisserai cela au débat et je passe tout de suite à Aïda Boukhris El-Mejri, qui va donc, le Mejdi, excuse-moi, donc il va tout de suite nous parler des spécificités de la GRH qui freinent le développement stratégique de la fonction. C'est bon, reprendre après Sylvie dit ça va être un peu compliqué. Parce que là, il faudrait qu'on redescende un peu sur Terre. Parce que là, on a avancé de quelques années. Et honnêtement, moi, j'ai un petit peu peur du coup. Donc là, ça va être un peu compliqué pour moi. Donc, pour revenir aux spécificités de la GRH, en fait, tout le monde parle de GRH stratégique. Très bien, je pense que tout le monde est d'accord. Mais on voit que finalement, quand on regarde d'un peu plus près, dire que le DRH a un rôle stratégique ou que la fonction ressources humaines au niveau d'entreprise est stratégique, me pose en tous les cas, à moi et je pense à beaucoup d'autres personnes, un certain nombre de problèmes. Donc moi je pars de l'étude qui a été faite par David Rich, qui est très connu, donc qui nous propose donc sa célèbre matrice, avec 4 axes. Donc on voit le rôle du partenaire stratégique, du partenaire d'affaires, les ressources humaines et de l'expert administratif. La problématique de ce modèle, c'est que finalement on voit que pour le DRH, faire tout ça, ça fait un petit peu lourd. Surtout qu'on nous affirme haut et fort que ces 4 rôles sont obligatoires, qu'ils apportent tous quasiment autant de valeur l'une que l'autre,
Donc ça pose quelques difficultés. Je ne vais pas m'attarder sur le modèle, sinon Madame Atia ne serait pas contente. Donc, ce qu'on voit de ces modèles que tout le monde côté, c'est que d'un côté, on a un rôle stratégique qui est basé sur le long terme, et de l'autre, un rôle opérationnel qui est sur le court terme. On a de l'autre côté les employés et l'entreprise avec tout ce qui est process. Donc, on a deux axes qui déterminent 4 rôles différents, mais que le DRH doit quand même assumer parallèlement. Alors, quand... Oui, les souris. C'est le même, s'il te plaît. Dites, c'est lui de la technologie, je t'en fais, non? Vous compatissez. Donc, bon, donc pour ces 4 rôles, je disais que le problème du DRH, c'était de mener en fait ces 4 rôles en parallèle. Donc le rôle de partenaire stratégique, c'est un peu l'objet, je dirais, de ce séminaire. Donc c'est la capacité du service ressources humaines d'être acteur de cette stratégie et de pouvoir la traduire en pratique RH. Et là, en fait, il faudrait que le responsable de ressources humaines connaisse son environnement aussi bien interne que externe. Quand le DRH il est agent de changement, il doit être capable d'identifier et d'implanter des processus qui permettent d'agir et de gérer ce changement. Le DRH, quand il est expert administratif, tout le monde sait que la tâche administrative, c'est quand même une tâche qui est extrêmement prenante pour les DRH. Malgré l'informatisation, malgré toutes les nouvelles technologies, malgré tout ce qu'on peut trouver, la digitalisation et autres, on est quand même, la tâche administrative reste quand même une tâche assez importante. Et enfin, le rôle de champion des salariés, il est en fait développeur du capital humain et en même temps avocat des salariés. Et de tous ces rôles que nous voyons, le problème qui se pose, c'est qu'il y a 4 rôles majeurs, donc je viens de déterminer ou de rappeler assez rapidement, mais le DRH est amené à créer de la valeur aussi bien pour les employés que pour les clients que pour les actionnaire. Donc avant, il avait un rôle avec les employés. Maintenant, il a un rôle avec un petit peu tout le monde. Donc on voit que le cercle d'action du DRH, c'est de plus en plus élargi. Donc on voit que les rôles sont multiples. Il y en a certes de plus en plus. Donc ça n'allège absolument pas le travail du DRH. Et le problème, c'est que ces rôles non seulement sont consommateurs en temps, et ils sont le plus souvent conflictuels. Le rôle opérationnel, je l'ai dit, donc administratif, il prend trop de place. Il y a trop de demandes urgentes ou axées sur le court terme. Et ces demandes, elles éloignent en fait les professionnels RH de tout ce qui est stratégique. Et ça, c'est une réalité. Je pense que tous les DRH peuvent en témoigner. Donc on a un problème par rapport à ça. Il y a également des conflits entre les attentes stratégiques de la direction RH et des attentes opérationnelles des managers. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ces attentes sont souvent irréconciliables. C'est très difficile de pouvoir concilier les deux. Ensuite, on a le professionnel RH, partenaire stratégique. S'il est partenaire stratégique, il va créer de la distance avec les employés. Alors qu'il est censé être avec eux. On estime que plus il y a de distance avec les employés, plus il y a affaiblissement de l'efficacité de la fonction ressources humaines au niveau de l'organisation. Et plus le DRH va se positionner d'un côté, je dirais, stratégique, plus il y a discréditation des rôles d'experts administratifs et de champion des employés, alors que le DRH, c'est quand même la personne la plus proche, en principe, des employés. Il y a également des tensions
entre le rôle de partenaire stratégique, parce que le rôle de partenaire stratégique nécessite une proximité avec la direction, alors que le rôle de champion des salariés nécessite une proximité avec les employés. Donc vous voyez bien que le DRH est dans des situations des fois un peu incompatibles, et je pense que beaucoup de DRH doivent être stressés, ne serait-ce que par cette situation. Il y a également des tensions entre l'agent de changement et l'expert administratif. Parce que si notre DRH est agent de changement, il doit être catalyseur de changement. Mais s'il est expert administratif, il doit être dans la continuité et dans la stabilité des processus. Donc là aussi, il y a des difficultés à concilier les deux. Donc le premier frein, je dirais, par rapport à cette fonction ressources humaines, c'est qu'on lui demande un petit peu trop et que les rôles sont parfois contradictoires. Donc le DRH, il a du mal à se situer sur l'échiquier de l'entreprise. Deuxième chose, ça c'est un thème qui est assez récurrent en matière de ressources humaines, c'est qu'on dit que c'est une dimension intangible. La fonction RH a, quel que soit le niveau de maturité, de quantification auquel sont arrivées les entreprises dans le monde, il y a des difficultés de mesurer l'impact. Je ne vous citerai pas tout ce qu'il y a comme méthode, il y en a de plus en plus, mais c'est clair que toutes les méthodes, quelles qu'elles soient, elles posent des problèmes de méthodologie. Comment compter? Il ne s'agit pas de compter, mais d'apprécier sur la base d'un jugement, sur des critères qui sont à la base très qualitatifs. Comment transformer des variables qualitatives en variables quantitatives et mesurables? Donc là, c'est clair qu'on a des contraintes de mesure et une instabilité des variables sociales. Donc du coup, ce qui se passe, quel rôle, comment est-ce qu'une DRH peut être stratégique si elle a pour mission de faire fructifier le capital humain de l'entreprise sans moyen indiscutable de mesure, ni du niveau de contribution du développement à ce capital, ni de la contribution du capital humain à la valeur financière de l'entreprise. Donc là encore, comment devenir stratégique si on n'arrive pas à mesurer exactement l'apport de cette fonction ressources humaines? Troisième point, qui peut freiner un petit peu les ressources humaines. Pour une fois, les ressources humaines, par rapport aux autres fonctions, on va dire que c'est plutôt une fonction de long terme. Parce que quand on décide d'investir aujourd'hui en matière de ressources humaines, les résultats ne vont pas se voir demain. Contrairement, quand on achète une machine aujourd'hui, on peut augmenter la productivité dès que la machine est installée. Quand on agit sur le capital humain, on est plutôt sur du long terme. Alors que les entreprises cherchent plutôt des résultats à court terme. Parce que les actionnaires, quand ils placent leur argent, ils n'ont pas forcément envie d'attendre 3-4 ans, le temps d'avoir les fruits de cet investissement. Donc là encore, ça pose un certain problème pour la gestion et les investissements qui peuvent être faits en matière de ressources humaines, auxquels on peut ajouter le fait qu'on a des difficultés à mesurer le retour sur investissement de cet investissement. Non seulement on est sur du long terme, mais en plus, on a des difficultés à le mesurer. Troisième chose, c'est moi, il est DRH, comme peut-être choisir, mais je pense que c'est véritablement je pense que c'est ce que j'ai vu en tous les cas de la réalité. Je ne suis pas DRH, mais le fait d'avoir vu un petit peu ce qui se passe. Alors, une fonction aux multiples expertises, c'est qu'en fait, la fonction ressources humaines, elle a une réelle, à mon sens, difficulté de positionnement du fait qu'elle est à la fois conseiller de la hiérarchie et en même temps son contrôleur. Et on voit au moins deux grandes évolutions. C'est que d'abord, les rôles sont multiples, les compétences des DRH, on le voit, sont de plus en plus importantes. Et quel que soit le salaire des DRH, à mon sens, ils ne sont jamais, quand ils font bien leur travail, ils ne sont jamais assez bien payés, parce que la charge est véritablement trop lourde. Donc, le DRH devient consultant interne pluridisciplinaire. Alors, deuxième évolution qui me gêne, au début ça ne me gênait absolument pas. Parce que j'ai dit, waouh, super, dans l'entreprise, tout le monde est DRH. Bon, super, tout le monde est DRH, c'est extra. Mais seulement, le tous DRH de Jean-Marie Peretti, qui date maintenant, je crois que c'est de 94 ou 96, je ne sais plus très bien,
Donc la fonction RH est décentralisée auprès des managers de proximité. C'est ce qu'on nous raconte du matin au soir. Il y a certes une volonté de transférer le pouvoir de décision vers les responsables qui sont plus proches des terrains, c'est-à-dire les managers directs. Et donc tout le monde, tous des RH, tout le monde dans l'entreprise, sans aucune formation RH, va accomplir des missions RH. Non seulement ils ne savent pas toujours bien le faire, mais en plus, ils n'ont pas envie de le faire. Ils vous disent, moi je suis directeur de production, j'ai autre chose à faire que d'avoir une fiche d'évaluation qui fait 50 pages. Donc le DRH, il peut se la garder sa fiche, moi je ne l'utiliserai pas. Elle est trop complexe pour moi. Parce que non seulement il n'a pas compris l'objet de la fiche, et en plus il n'a pas forcément le temps. Donc moi le tous DRH, ça aussi ça peut constituer un problème. Surtout que, si on fait 30 secondes d'histoire, le RH en fait était le gardien des règles, c'était un ancien militaire, donc il fait respecter l'ordre, la discipline, etc. Et les opérationnels étaient considérés comme incompétents sur toutes les questions RH. Donc le RH était celui qui détenait ce savoir et qui siffle les fautes et il les sanctionne. Aujourd'hui, le RH, quand il est positionné, bon, Madame Haleb va être plus en détail sur le RH Business Partner, donc moi je vais juste en dire 2 mots. Quand il se place en Business Partner, il se pose en situation de subordination au service du manager, et donc il a une posture d'exécutant par rapport à lui. Et tant que le DRH a cette posture, il n'apporte pas de valeur ajoutée. Et ça, à mon sens, c'est un problème. Cette nouvelle posture qui est maintenant assez répandue au niveau de tous des DRH décentralisés, c'est quelque chose qui est assez répandu. Donc, la posture du DRH, elle n'est vraiment pas très confortable. Est-ce qu'il faut revenir aux logiques anciennes, le militaire? Non. Est-ce qu'il faut cautionner les pratiques dans certaines entreprises où il y a déconnexion entre la fonction RH et les logiques opérationnelles? Non. Donc on est quand même devant un paradoxe qui est assez important. En fait, 5 minutes et noté. Donc plus la fonction RH intègre ces pratiques dans celle du management, plus elle est efficace, mais moins elle est visible et reconnue au sein de l'organisation. En fait, elle est cachée puisque la gestion des ressources humaines est en quelque sorte diluée, pas toujours bien, mais diluée au niveau de l'organisation. A l'inverse, plus elle va préserver une identité spécifique, plus elle est repérable et reconnue, mais elle n'est pas très efficace. Donc, lorsque la fonction RH est centrée sur sa technicité, elle est déconnectée des enjeux réels, et lorsqu'elle est inféodée aux logiques opérationnelles, elle crée également peu de valeur. Donc là, on a également un petit souci de positionnement. Donc en fait, ici, il faudrait véritablement qu'il y ait un ancrage, en fait, pour faire vite, pour respecter le temps, il faut qu'il y ait un ancrage de la fonction ressources humaines au niveau de la stratégie, malgré tous les freins qui existent. Donc s'il y a une grille claire, ça va donner du sens à l'action de la fonction RH, ça va permettre de ne pas dire oui à toutes les demandes des managers, si elles sortent du cadre stratégique, et elle permet de travailler le moyen et le long terme. Donc c'est une articulation les deux, et il faudrait le DRH serait amené à avoir une posture en fait de consultant à l'intérieur de l'organisation, de coach. Et pour finir, donc je pense que je serai dans les temps parce que j'ai zappé pas mal de choses. Donc la fonction ressources humaines, pour arranger les choses, c'est que le DRH, il peut se mener du matin au soir. La fonction, généralement, bon, je prends ici l'engagement de faire une étude sur les DRH en Tunisie, parce que ça m'a intriguée quand j'ai lu ça. J'ai vu beaucoup de pays, j'ai vu des études françaises, belges, anglaises, etc., américaines, et en fait, la fonction ressources humaines, elle est méconnue, et c'est une fonction qui n'est pas aimée. Les RH n'ont pas l'appui des employés, c'est ce que disent, hein. Moi je rapporte ce que dit un journal assez sérieux.
Les RH sont trop administratives, les RH n'attirent pas les meilleurs éléments, les RH ne recrutent pas les bons profils, etc. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont mieux formés, plus autonomes. Ils ont des attentes nouvelles vis-à-vis de leur entreprise et encore plus vis-à-vis du DRH. Et ils attendent plus d'équité. Là aussi, donc, pareil, hein, franchement, c'est pas la joie. Et quand j'ai regardé ça avec un petit peu plus de recul, pourquoi est-ce qu'il y a cette aile, presque haine, j'allais dire, c'est bon, je pense que c'est trop fort, mais il faudrait trouver un mot intermédiaire. En fait, les salariés sont engagés, rémunérés, choyés et, en même temps, licenciés par les DRH. Ils constituent véritablement une zone tampon entre la direction et les salariés. Donc, résultat, c'est que les salariés attendent principalement des DRH qui s'occupent d'eux et de leurs problèmes. Alors que les DRH, si on veut qu'ils soient un petit peu plus stratégiques, ils vont effectivement s'éloigner, être un peu moins en contact avec les employés. Mais après tout, le fait que les DRH ne soient pas si aimés, même s'ils remplissent une fonction tout à fait noble et tout à fait nécessaire, en fait, moi je pense, c'est peut-être complètement faux ce que je raconte, mais les DRH incarnent tout ce qu'on n'a pas réussi. C'est eux qui nous payent, même si je sais que c'est l'entreprise. Mais c'est quand même eux, c'est de leur service que sort la paye. Je ne suis pas contente de mon salaire, c'est à cause du DRH. De la formation, je suis là, je ne suis pas contente, c'est à cause du DRH. Ma carrière, la vraie, pas celle dont j'ai rêvé, c'est à cause du DRH, d'accord? Donc on aime les détester pour mieux oublier qu'on n'est pas devenu ministre, PDG, médecin, etc. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit peu de ça dans cette mauvaise interprétation du rôle de ce service. C'est clair de toutes les façons, quels que soient les freins de la fonction, quelles que soient ses difficultés, je pense qu'un marketing RH s'impose. Je pense que les DRH, c'est vrai qu'ils ont énormément de travail, mais ils ne savent pas, pour la majorité d'entre eux, vendre leur fonction et vendre ce qu'ils font. Et donc, je pense qu'une approche marketing RH est tout à fait essentielle. Donc, pour conclure, pour revaloriser cette fonction RH, c'est clair qu'on doit avoir une vision très importante. Les visions pour tout le monde et partagées avec l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'entreprise. C'est vrai qu'on doit améliorer la façon de mesurer, etc. Donc, pour les RH, je pense que grâce, je dirais, à la révolution, grâce aussi aux montées de tout ce qui est demande sociale, je pense que ça a légitimé, en quelque sorte, ça a remis sur la selle, je pense, le DRH, parce que quand il y a un problème, à qui on fait appel? Au pompier de l'entreprise. Le pompier de l'entreprise, c'est souvent le directeur des ressources humaines. Donc le DRH, il a du boulot. Donc on va bientôt lui faire un petit lit dans son bureau, parce que je pense que vu l'émission, vu tout ce qu'il a à faire, il en aura bien besoin. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Aïda d'avoir identifié les différents rôles des DRH en conformité avec David Ulrich. Mais le DRH champion, tu en parles aujourd'hui tout en faisant un bouc émissaire, tout en disant qu'après la révolution, effectivement,